Gozaimasu, bonjour et bienvenue sur cette vidéo où j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Oui, parce qu'on m'a lâché des monsieur, vous êtes riche en face de chez moi. Ouais, bon, littéralement. Oui, je sais pas pourquoi, j'ai voulu commencer cette vidéo en extérieur, voilà, pour vous raconter des trucs, je sais pas, c'est plus sympa. D'ailleurs, j'espère que vous passez des bonnes vacances si vous en avez. Et pour ma part, je suis en train de préparer à fond la venue des Japonais en France, voilà, pour ce qui est du supermarché français, les sushis français, etc. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les riches et l'argent au Japon. Faut vraiment comprendre que la conception même de l'argent, elle est différente par rapport à en France. Mais mettons tout de suite quelque chose au clair, je sais que parler d'argent en France, c'est tabou. C'est plus simple de savoir quel genre de Scrabble font tes amis que de savoir combien ils gagnent. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, ça ne vous dérange pas, mais fatalement dans cette vidéo, je vais devoir parler d'argent. Donc c'est quoi être riche au Japon? Quels sont les critères? D'où vient l'argent au Japon? Quelles sont les inégalités? Et vous allez voir que l'histoire de l'argent au Japon, elle est remplie de bourdes dans tous les sens. Je vous jure, c'est boulette sur boulette, vraiment à l'époque, c'était que des incompétents. Ce que vous voyez là, c'est pas 100 yens, c'est juste une pièce métallique où il y a 100 écrit dessus. C'est parce que tout le monde reconnaît sa valeur que ça devient 100 yens. Oui, parce que vous pensez peut-être le toucher, mais l'argent en fait c'est totalement abstrait. Ce que vous touchez, ce sont des pièces métalliques et des bouts de papier. Et si en Europe on a depuis l'Antiquité des pièces de monnaie, eh bien au Japon, l'argent est arrivé très tard. Pour tout vous dire, faire accepter ce concept aux Japonais, ça n'a pas été une mince affaire. L'arrivée de l'argent au Japon, c'est vraiment une histoire très drôle. L'histoire de l'argent au Japon. Nous sommes au Japon durant l'ère Nara, c'est-à-dire entre l'an 710 et l'an 794. Et à cette époque, la cour impériale japonaise se regroupe et réfléchissent à une chose. Comment faire le casse du siècle? Je vous jure, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, voilà. Il y en a plusieurs qui donnent des idées, ça piaille un petit peu, il y a quelqu'un qui dit ça, c'est pas terrible et tout, jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui dise ceci. J'ai vu les Chinois mettre en place une monnaie avec un système basé sur des pièces. Pourquoi on ferait pas ça? Alors forcément, il explique un peu plus son concept parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, la monnaie au Japon, c'est le riz. Ouais, là on est dans du cliché 100%, la monnaie c'est du riz. Même les Chinois, eux, ils ont utilisé des coquillages, ils se sont dit non, le riz c'est trop. Mais bon voilà, au Japon il n'y avait pas que le riz non plus, il y a aussi le sel, il y a aussi la poudre d'or, et également le tissu. Et autant le sel et la poudre d'or, allez, disons, ça passe, mais pour ce qui est du riz, ça pourrit. Et pour ce qui est du tissu, t'avais pas intérêt à avoir des mythes chez toi. Et même le sel, j'ai envie de dire, là tu te sens tout riche et tout, et clac, quelqu'un te verse l'eau du bidon, et d'un coup, boum, t'es pauvre. Donc l'objectif avec ce nouveau système, c'est de faciliter les échanges et de sécuriser ce qu'on appelle l'argent. L'empereur au début il réfléchit, puis il va vite comprendre que s'il accepte, eh bien tous les Japonais du pays vont lui donner ce qu'ils considèrent comme étant de l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire du riz, de la poudre d'or, du sel et du tissu, pour avoir des pièces. Le casse du siècle. Je vous dis le casse du siècle. C'est donc acté et la production de monnaie démarre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on dit en France que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Eh bien au Japon, si. Enfin presque. C'est juste que le moule pour produire les pièces, c'était des branches où les feuilles sont des pièces de monnaie. On opte alors pour deux types de pièces, une en argent et une en cuivre. Les deux sont d'ailleurs trouées, ça rappelle les pièces qu'on a aujourd'hui de 5 et 50 yens, voilà au Japon, toujours. Et en fait, pourquoi elles sont trouées? C'est parce que à l'époque, c'était plus facile de les rassembler en utilisant juste une corde, voilà, tu fais passer toutes les pièces par la corde, et tu mettais deux nœuds au bout, et hop, voilà, tu pouvais ranger ton argent plus facilement. Bref, le plan est nickel. Tout se passe comme sur des roulettes. Mais la cour impériale, elle a un taf. Une chose à vérifier, une petite chose à vérifier. Et elle fait pas gaffe. Elle commet une bourde, mais quand je vous dis une bourde, c'est une bourde qui va avoir des répercussions sur des siècles. Ce qu'ils ont fait, c'est que la valeur de la pièce d'argent, elle est moins élevée que la valeur du métal qui la constitue. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est comme si je vous disais que cette pièce de 100 yens, eh bien la valeur de la pièce, du métal, tout ça, c'était 200 yens. Et bah c'est ça qu'ils ont fait comme erreur, ils sont plantés. Ah, il a pas fallu attendre longtemps avant que les Japonais s'aperçoivent du truc, hein. Je veux dire, les forgerons et les marchands, tu vois, ils avaient les pièces entre les mains, comme ça ils se sont dit, mais dis donc, ces pièces, elles sont un petit peu lourdes. Et c'est là où, mesdames et messieurs, ils ont mis en place les techniques ultimes de gros rats. Les marchands et les forgerons grattaient les pièces d'argent pour obtenir de la poudre d'argent. Et pour camoufler la manœuvre, ils remplaçaient les morceaux qui manquaient avec des métaux moins onéreux. Ah, autant vous dire que cette affaire de monnaie unique là, c'est vite parti en sucette. Malheureusement, Archimède n'était pas là pour aider la cour impériale nippone à tous les coups. Alors le gouvernement, conscient de son erreur, essaye de sauver le navire, sauf qu'ils se rendent compte au bout d'un moment qu'il y a plus de fausses pièces d'argent que de vraies pièces d'argent. Du coup, ils abandonnent au bonnet du forme. Ils abandonnent, mais pas totalement. C'est-à-dire que, souvenez-vous, il y avait la pièce d'argent et la pièce de cuivre. Et la pièce de cuivre, elle, c'est bon. Ils ont pas fait la même bourde, donc du coup, ils gardent ce système. Sauf que cette monnaie aussi, la pièce de cuivre, elle va poser problème. Parce que les Japonais, ils l'aiment pas.
Voilà, juste ils l'aiment pas la pièce, je sais pas, ils aiment pas la couleur, ils aiment pas quelque chose, je sais pas pourquoi, mais ils ne l'aiment pas et donc ils ne l'utilisent pas. La cour fait donc un effort et propose de donner un titre de noblesse à tous ceux qui payent un montant à l'empereur en pièces de cuivre. À ce moment-là, bon, les Japonais se disent attends, il y a quand même quelque chose à faire, ça commence un peu à circuler. Et ça finit par fonctionner plutôt bien, les Japonais adoptent la pièce de cuivre, et vu qu'ils l'adoptent, eh bien ça commence aussi à faire des fausses pièces, comme pour les fausses pièces d'argent. Et on est reparti pour un tour pour les fausses pièces de cuivre. Mais vu que ça roule, eh bien les fausses pièces de cuivre cette fois font leur retour en force. En 760. La cour impériale là, elle en a marre. Elle a vu que la pièce d'argent ça n'a pas fonctionné, et la pièce de cuivre, elle déclare officiellement qu'il y a autant de pièces de cuivre fausses que de pièces de cuivre vraies qui circulent dans le marché japonais. C'est désastreux. Et ils se disent qu'il faut baisser le pourcentage de pièces fausses dans le marché. Et pour ce faire, ils vont produire plus de pièces. Ils se sont dit qu'en produisant plus de vraies pièces, ça va résoudre le problème. Ils ont eu 0 sur 20. C'est là que le Japon découvre pour la première fois de son histoire qu'ils ne peuvent pas produire de l'argent comme ça sans des retombées économiques désastreuses. C'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'au 8e siècle, le Japon découvre l'inflation. Les prix explosent. Oh non mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte là pour la cour impériale, à chaque fois qu'ils tentent quelque chose, ça foire. Vraiment, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Alors pour contrer le problème une nouvelle fois, ils essayent de produire d'autres pièces de cuivre, cette fois-ci qui valent 10 fois la pièce précédente. Sauf que, en fait, ils repoussent simplement le problème, et au bout d'un moment, ils abandonnent. Ils lâchent l'affaire, ils disent finalement le riz c'était très bien. Le riz, on reste sur le riz les gars. Le riz, l'avenir. C'est pas une blague, hein. La cour impériale a vraiment essayé pendant 2 siècles d'implanter la monnaie au Japon, et ils ont abandonné. En même temps, c'était pas faute d'avoir essayé, mais bon, les mecs, ils ont fait bourde sur bourde au bout d'un moment. Il faudra attendre l'arrivée des Chinois avec leur propre monnaie au 12e siècle pour que les Japonais acceptent une autre monnaie que le riz. La vision de l'argent au Japon aujourd'hui. Un soir à Tokyo, je suis parti voir ma cousine et ça devait faire peut-être 6-7 ans que je l'avais pas vue. Donc du coup je l'ai attendue à son cours de danse, voilà, et puis une fois qu'elle avait terminé, on est parti manger un petit ramen, vraiment un ramen basique au Japon, tout ça. Et forcément on reprend de nos nouvelles, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, du coup voilà, qu'est-ce que tu deviens, machin, et puis on se découvre un peu finalement, parce que j'ai littéralement, c'est la première fois qu'elle me voit un peu adulte, voilà, pas plus ado mais adulte. Je lui dis que voilà, je vis de YouTube, elle était au courant mais globalement, et c'est là où elle me pose la question, boum, combien est-ce que tu gagnes avec YouTube? Moi ça m'a surpris au début, puis après je me suis rappelé que, ah mais non mais au fait au Japon, ça va, enfin je veux dire, on peut parler d'argent. Et du coup je lui explique, c'est un petit peu long à expliquer, mais du coup je lui explique combien je gagne, comment ça se passe, tout ça, les OP, les trucs, les revenus. Et du coup elle est vraiment sincèrement heureuse pour moi, elle me dit ah c'est trop cool et tout, c'est trop bien, tout ça. Et moi je lui pose la question aussi, combien elle gagne avec, enfin combien elle gagnait plutôt avec son métier de danseuse, enfin plutôt de comédienne on va dire. Et elle m'explique tout ça, les tenants, les aboutissants, tout ça. Et c'était super détente, c'est trop cool, mais je me suis rendu compte que vraiment ça ne pourrait pas se passer comme ça en France. Pour les Japonais, l'argent c'est vraiment un sujet comme un autre. Après bon, ils ont leur propre tabou aussi avec la politique et les prises de position, mais parler d'argent, ils s'en foutent. En fait, c'est plus la France qui fait figure d'exception sur ce sujet-là, où on est coincé, même le reste du monde se fout un peu de notre gueule, je vous avoue, en faisant des articles en disant regardez comment les Français ils sont coincés avec l'argent, je veux dire, c'est plus facile pour eux de parler de Scrabble que d'argent. Mais bref, voilà, le rapport à l'argent est différent au Japon, mais aussi le rapport au prix. En France, entre deux produits, forcément, on va avoir tendance à prendre celui qui est le moins cher. Sauf qu'au Japon, eh bien, c'est presque l'inverse. Entre deux produits, les Japonais, ils vont avoir tendance à prendre celui qui est plus cher. Si ça reste dans les limites acceptables, mais ils vont prendre celui qui est plus cher en se disant, il va être plus qualitatif. Et c'est un raisonnement, qui est, on va dire, pas forcément mieux que le français, parce que le français, si tu achètes pas cher, peut-être que ce sera de la merde ce que tu vas acheter, mais ça peut être aussi très bien. Alors qu'au Japon, vraiment, ils se disent, je mets de l'argent dans le produit, c'est sûr qu'il va être qualitatif. Mais pour aller un petit peu plus loin, en faisant des recherches, je suis tombé sur la même vidéo que Tev. En fait, on voit dans une émission télévisée quelqu'un qui apporte 700 millions de yens sur le plateau, et t'as un enfant au KLM qui t'explique que les vieux billets, ils sont recyclés pour en faire du papier cul. En France, on utilise les vieux contrats, les feuilles les papiers bureaux, voilà, pour produire du PQ. Au Japon, c'est des billets, c'est quand même plus classe. Mais si vous voulez autre chose de japonais what the fuck, il y a cette vidéo. Effectivement, cette vidéo de 600 000 vues sur YouTube vous explique comment repasser votre billet. Et oui, je comprends, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais au Japon, ça a une certaine utilité, parce qu'il y a beaucoup de machines qui va récupérer tes billets, donc du coup, parfois, quand il est tout froissé, ça marche pas. Donc, repasser son billet en soi, ça peut être utile. J'essaie de trouver une justification, ok? Donc, conclusion, les Japonais sont vraiment à l'aise avec l'argent, pour parler d'argent, pour voir de l'argent, que ça soit surtout dans le divertissement, où vraiment là, tu vas voir, bon, c'est n'importe quoi. Mais ce dont vous vous doutez, c'est que les milliardaires et toutes les sommes qui passent à la télé ou sur YouTube, eh bien ce n'est pas représentatif de la réalité. Et justement cette réalité, il faut que je vous parle de ce qui m'est arrivé. Un matin, voilà, je dormais tranquillement chez moi, tranquillou comme ça, et bam!
À 8h du matin, vous connaissez, hein. Voilà, 8h du matin, les mecs ils arrivent pour me déranger, toujours. Je sors, donc j'ai même pas mes lentilles, je veux dire, j'ai la tête dans le cul encore. J'ouvre la porte, et là je vois un mec, enfin, de ce que je vois avec mes yeux quoi, un mec en costard, propre sur lui, comme ça, Men in Black. Il parle vite, hein, je suis pas encore prêt mentalement dès le matin, mais je retiens quelque chose. Bonjour, vous avez été considéré comme riche selon nos critères. Et je suis en mode... Qu'est-ce que quoi, tu vois, qu'est-ce que quoi. Le mec me parle de prêt et tout, après dans tous les sens, mais je lui dis non, mais je suis pas intéressé, Je lui pose quand même la question, c'est quoi le critère qui a fait que vous m'avez considéré comme étant riche? En fait, c'est parce que vous avez un jardin chez vous. Un jardin? Ah oui, si par jardin vous entendez pas ce truc là, hein, pas ça, mais un terrain triangulaire, voilà, où il y a de la brousse littéralement dessus et qui est totalement inexploitable, oui, effectivement j'ai un jardin. Et d'ailleurs, les gens m'ont fait remarquer que j'avais une ombre très mystérieuse incrustée sur un mur. C'est flippant, vous êtes chiant. Regardez bien, je vous jure, si vous regardez bien, il y a une forme humanoïde très chelou, un peu Slenderman. Ouais, je sais pas d'où ça vient. C'est comme ça. Mais en tout cas, ce jardin, ce parterre de terrain triangulaire, voilà, eh bien, m'a valu d'être catégorisé comme riche dans la banque au Japon. Voilà, et après le mec il me fait tout un charabia sur l'histoire de prêt, machin, et je lui dis non mais j'ai pas de prêt, tu vois, j'ai pas de prêt, ce qui est un énorme mytho, voilà, j'ai complètement un prêt. Le mec était surpris, de, oh putain mais vous avez pas de prêt, mais vous avez acheté cette baraque, comment vous avez fait, vous êtes quoi? Et là je lui ai dit... Je suis youtubeur. Et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je sentais que le mec il avait enlevé sa casquette de banquier et il était vraiment intéressé premier degré de savoir qu'est-ce que je faisais dans la vie, tu vois. Et le mec du coup on discutait un peu et il me remet une lettre. J'ouvre cette lettre et dans cette lettre il y avait une sorte de convocation si vous voulez à la banque parce que effectivement je m'étais plaint d'un système, enfin je m'étais plaint d'un problème que j'avais eu. C'est parce qu'ils m'ont donné une carte bleue et cette carte bleue ne fonctionne pas. Allez, j'ai eu la honte de ma vie, c'était quand j'ai voulu payer pour un abonnement téléphonique. J'ai voulu l'utiliser. J'ai mis le code, ça passe pas. Vous savez, cette petite honte désagréable, voilà, je me retrouve un peu honteux comme ça, c'est pour ça que je m'étais plaint. Et du coup, rendez-vous à l'agence. Je me rends à l'agence, et là, je leur explique, bah écoutez, vous m'avez pas fourni de code en fait, enfin au Japon c'est comme ça. Ils te donnent la carte bleue, je l'ai reçue par la poste, et ils m'ont pas fourni de code. Et du coup, je me suis dit, bon bah ça doit être le code que je mets habituellement, tout ça. Et je le fais. Et ça fonctionne pas. Et du coup je leur demande, bah du coup redonnez-moi le code ou réinitialisez la carte bleue en fait. Oh là là Louis. Mais dis donc Louis, cette demande, elle est un peu impétueuse. Au Japon, la banque, hein, vous connaissez maintenant, hein. Je suis arrivé devant une personne, c'était une stagiaire en plus parce qu'elle était toute nouvelle. Elle était assistée par une personne qui était plus senior. Déjà elle m'a vu arriver avec ma tête de gaijin là. Oh elle était pas bien, Là elle s'est rappelé qu'elle avait mis anglais sur son CV et qu'elle parle pas du tout anglais. Et quand j'ai parlé japonais elle a fait... C'est un bonheur de voir le soulagement dans les yeux des japonais quand ils m'entendent parler japonais. C'est toujours ce petit instant de est-ce qu'il va falloir que j'exerce mon anglais? Ah non c'est bon. Du coup je lui explique la situation, je lui explique comme quoi bah j'ai pas reçu de code et en plus bah le code que j'aurais peut-être mis bah c'est pas celui-là. Il m'atteste formellement que le code que j'ai mis en tant que riche au Japon, c'est un code que j'ai moi-même rentré. Mais où? Je veux dire, où est-ce que j'ai rentré ce truc-là? J'ai aucun souvenir de ce truc-là. Il me dit si, vous l'avez fait, tout ça et tout. Du coup j'ai demandé, est-ce que vous avez une preuve que je l'ai fait? Non. Donc là les mecs sont en train au KLM de me dire si t'as rentré ton code bancaire machin et tout quelque part pour l'initialisation. Et je suis en mode mais non je l'ai pas fait. Il me dit si tu l'as fait. Vous pouvez me le prouver? Non. Ça n'a aucun sens. Du coup je lui dis mais comment on peut faire? Écoutez j'ai une solution machin. Elle me demande ma carte bleue. Du coup elle prend ma carte bleue et là elle prend le ciseau. La meuf sans me prévenir elle découpe ma carte bleue. C'est juste qu'il n'y a pas de solution, donc du coup faut refaire une carte bleue. Et je dis bah j'aurais bien voulu que vous me le disiez avant de découper la carte bleue, parce que imagine, j'avais filé une autre carte bleue, voilà, pas de leur banque et tout. Ah les ciseaux ils étaient prêts hein, clairement. Donc voilà, ils ont découpé ma carte bleue, et puis j'étais un peu dégoûté, hein, clairement, parce qu'il n'y avait aucune solution. Sachez qu'au Japon, si vous n'avez plus votre code de carte bleue, ils ne peuvent pas le réinitialiser. Il faut refaire les démarches pour avoir une autre carte bleue. Alors heureusement, c'est pas très long, ça a mis genre une semaine. Ça a mis une semaine, mais c'est pas très long, voilà. Et du coup, cette fois-ci, j'ai bien dit à l'agence, voilà le code que je veux, et du coup, écoutez, voilà, c'est celui-là que je veux. Et ça a bien fonctionné, donc tout s'est bien passé. Après, bon, ça m'a fait plaisir, voilà, le monsieur devant chez moi m'a considéré comme riche au Japon. Qu'est-ce qu'il y a? C'est n'importe quoi. Après bon, malgré cette histoire, je suis loin d'avoir le mode de vie d'un riche au Japon. Quand je vais au combini, je n'oublie pas mon petit sac plastique qui traîne dans la cuisine, voilà, et qui coûte 3 yens. Oui, parce qu'effectivement, le prix des sacs plastiques au Japon, c'est 3 yens. Alors, que sont les critères pour être considéré comme riche au Japon? Les critères pour être riche au Japon.
Premier point, avoir un jardin. Apparemment, écoutez, c'est essentiel, vraiment. Tout simplement parce qu'en fait, au Japon, c'est pas la maison qui coûte le plus cher, c'est le terrain, et de loin en plus. Dites-vous que pour ma maison, voilà, j'ai 110 mètres carrés habitables, et j'ai à peu près la même superficie en termes de terrain, grâce à mon jardin, enfin plutôt mon triangle qui me sert de jardin, et pourtant les 3/5 du prix lors de l'achat, c'était le terrain. Et encore, j'ai acheté quand il y avait la pénurie de matériaux, où les matériaux coûtaient déjà 2 fois plus cher, donc ça se trouve, je veux dire, le terrain, en fait, parfois, c'est peut-être les 2/3, voire peut-être, allez, les 3/4 du prix, quoi. Second critère, les déplacements. Je vous parle de ça juste pour vous montrer ce train de luxe au Japon qui est insane. Et pour continuer avec les moyens de transport, la voiture. Et là, je suis désolé de le dire, mais l'écart entre la France et le Japon, il est très grand. Je n'ai jamais vu au Japon une voiture rayée par un jaloux frustré. Et en France, bah... on peut pas en dire autant. Et attention, ça veut pas dire que les Japonais, ils cachent leur voiture de luxe ou quoi, hein. Pas du tout. Des voitures de luxe, à même la rue, voilà, sans surveillance. C'est juste incroyable. Et justement, le quartier d'où proviennent ces images, ce n'est pas n'importe quel quartier à Tokyo. Où vivent les Japonais riches? Ils vivent dans un quartier de Tokyo qui s'appelle Denchofu. Et en fait, c'est très rigolo de voir que ça ressemble beaucoup à une banlieue basique parisienne. Parce que vraiment, hein, je vous le dis, mais c'est le seul quartier de Tokyo que je connais où je vois autant d'arbres et de trottoirs sur la route. Vraiment, c'est super rare. Quand je vois ce genre de paysage, ça me fait pas du tout penser au Japon, ça me fait penser à Nogent-sur-Marne, perso, voilà. Après, chacun a ses références. J'y suis allé une fois quand j'étais un petit peu plus jeune, voilà, pour aller voir des amis de ma famille. C'est très marrant parce qu'ils nous ont accueillis vraiment dans une maison qui était très chic, hein, voilà, au chalet comme on dit en japonais. Et ils avaient une petite fille qui avait 6 ans, et la classique. Elle faisait du violon, et en plus elle prenait des cours de danse, enfin vraiment elle avait des activités haut de gamme, comme on dit, on a même eu le droit à un concert privé. Ce qui m'a marqué aussi chez la maison de ces japonais, et bien c'est qu'ils avaient dans leur parking une plaque tournante. En fait, c'est tu viens, tu te gares comme ça, et plutôt que d'avoir à tourner chez toi et que ça soit des manœuvres un peu compliquées, et bien la plaque va tourner pour toi, et comme ça, tu peux te garer super facilement. Alors, il n'y a rien de sorcier, hein, je veux dire, pour le Japon, c'est ultra basique. On a ça en France, sûrement dans un coin perdu, mais je veux dire, au Japon, c'est vraiment assez démocratisé. Bon, forcément, vu qu'on parle de quartier, je suis allé regarder un peu l'immobilier là-bas. Et en fait, à ma grande surprise, c'est cher, mais pas non plus excessif. 1800 € par mois pour un 57 mètres carrés, et la comparaison avec Paris, ce serait le 16e, et ça coûterait plus autour de 2200 €. Donc pas de gros choc de ce côté-là. Et on va donc passer naturellement au point suivant, c'est-à-dire la maison. Alors ça, c'est un gros critère, parce que les personnes âgées japonaises, quand elles sont un peu aisées, je vous parle pas de riches vraiment millionnaires ou quoi, mais plutôt les personnes âgées un peu à l'aise, voilà, tout ça, eh bien leur maison, c'est un foutoir. Je vais être honnête, c'est un bordel. C'est miteux, vraiment, voilà, ça fonctionne pas du tout. Mais par contre, pour les riches, vraiment très riches, ou alors les nouveaux riches, on va dire, et bien là, pour le coup, ils aiment vraiment avoir des demeures qui sont classe. Ils veulent quelque chose de plus spacieux et de plus béton. Et quand je vous dis béton, c'est vraiment béton au premier degré. Les styles de maison en full béton et des vitres partout, c'est la marque de richesse au Japon. J'avais présenté cette maison, voilà, il y a quelques années, et personnellement, moi j'aime bien, mais j'avais vu que dans les commentaires, vous la trouviez froide et dégueu. Bon, je comprends aussi. Après, on peut toujours aller plus loin, hein, on peut avoir carrément un ascenseur chez soi, j'ai vu plusieurs domaines où il y avait ça. C'est la classe quand même. Et on va passer au prochain point qui est un petit peu lié avec la maison en fait, c'est les animaux de compagnie. Alors attention, je tiens quand même à dire que ce point il est de moins en moins vrai avec le temps, parce que de plus en plus de Japonais ont des animaux de compagnie. Le nombre d'adoptions de chiens et de chats par an, il a doublé en 15 ans. Mais quand même, le fait de pouvoir assurer le bien-être d'un animal au Japon, eh bien c'est un signe de richesse, sans compter le fait qu'il faut souvent être propriétaire pour avoir des animaux. Et aussi quand on voit malheureusement le prix des animaux en eux-mêmes et des accessoires, c'est-à-dire tout ce qui est la nourriture, mais aussi le toilettage, tout ça, c'est vraiment... Ils s'en occupent vraiment très bien au Japon, vraiment, ils sont un peu dorlotés, et c'est pour ça qu'ils sont dans les poussettes, même carrément. Prochain point, les produits européens. Les personnes riches au Japon, quand elles veulent t'impressionner, elles ne t'invitent pas dans un restaurant japonais en fait. Elles vont t'inviter dans un restaurant qui prépare des plats européens. Des restos français, des restos italiens, etc. Vraiment, il faut comprendre que le chic à la française, le chic à l'européenne globalement, c'est ce qu'ils aiment le plus. À votre avis, pourquoi il y a autant d'enseignes de framponnais? C'est parce que le français, même si c'est mal écrit, ça fait vendre. Enfin, ça fait vendre surtout aux riches. Juste un exemple comme ça, mais vous voyez la marque de thé Mariage Frère? Et bah au Japon, c'est genre assez connu, tu vois. Ils sont en mode, waouh, c'est trop stylé, on aime trop... Voilà. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, les riches japonais, leur modèle, ce qu'ils visent,
eh bien c'est le mode de vie à l'européenne. C'est quand même de paraître plus étranger avec la voiture de luxe étrangère, la maison qui est vachement plus spacieuse et donc non japonaise, d'avoir de la place avec un jardin, ce qui est vraiment pas facile au Japon, et comme je vous le disais, le quartier de Daein-sur-Feu, ça ressemble à Nogent-sur-Marne. Bref, le mode de vie des riches, c'est finalement avoir le mode de vie des Européens, ou plutôt devrais-je dire le mode de vie des Européens fantasmé par les Japonais. Visiblement même les riches ne passent pas au travers du gaijin complexe, et c'est peut-être eux qui en sont le plus victimes. Voilà pour ce qui est des critères de riches au Japon, et fatalement s'il y a des riches, il y a des pauvres, et donc ça crée des inégalités. Et c'est notre prochain sujet. Les inégalités. Vous voyez ce monsieur ? C'est Genshiro Kawamoto. Si un jour vous pensez que vous êtes un rat, sachez qu'il est bien pire que vous. Mais je vais vous en reparler un petit peu plus tard de ce bonhomme. Tout d'abord, je me suis intéressé à la répartition des salaires en France et au Japon, et voici deux beaux graphiques. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que de loin, on dirait c'est les mêmes, c'est à peu près les mêmes courbes, voilà, les mêmes formes, mais quand on regarde de plus près, il y a deux choses qui ressortent. La première, c'est que plus les salaires sont élevés, plus le nombre de personnes qui les touchent diminue dans les deux cas, mais ça diminue beaucoup plus vite en France par rapport au Japon. Et le second point, c'est que tout le graphique, en fait, du côté du Japon, il est décalé sur la droite, et en fait, ça veut dire que tous les salaires, que ça soit le salaire médian, le top 10, le top 1, tout est plus élevé. Littéralement, tout est mieux payé au Japon. Le salaire médian, c'est vraiment violent, c'est-à-dire qu'on est à 2005 € pour la France contre 2890 pour le Japon. Quand même. Mais fatalement, pour être considéré riche au Japon, il faut être plus riche qu'en France, et pourtant, il y en a plus au Japon. Donc voilà, mon avis ce serait de dire qu'il y a moins d'inégalités au Japon par rapport à en France, et pourtant, il y a un chiffre, un coefficient, voilà, qui s'appelle le coefficient de Gini. Vous inquiétez pas, c'est des maths, mais je vais faire en sorte que vous compreniez tout. C'est un coefficient, donc du coup il va de 0 à 1, et il t'indique en fait le niveau d'inégalité que tu peux avoir sur une courbe. Plus il est élevé, plus ça veut dire que tu as une répartition inégale. Donc quand il est à 0, ça veut dire que tout le monde touche le même salaire, et quand il est à 1, ça veut dire qu'il y a une seule personne unique qui touche tout le pognon. Et pour le Japon, ce coefficient il est à 0,34, et en France il est à 0,29. Donc c'est super bizarre, ça veut dire qu'il y a plus d'inégalités au Japon qu'en France. Sauf que dans la réalité, vous allez comprendre que je conteste ce chiffre parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est de 1, la limite mathématique de ce coefficient, voilà, et de 2, tout simplement les chiffres qu'on lui soumet. Parce que rappelez-vous, le Japon est un pays qui adore le cash, particulièrement dans le milieu de la nuit où l'argent est partout, voilà, dans les bars, les pachinko, les hosts, les hôtesses, etc. Et je vous avoue, ça m'étonnerait que tout ce beau monde remplisse sa déclaration fiscale au centime près, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Après, même pas besoin que ça soit forcément des choses creepy. L'autre jour, pas loin de chez moi, j'ai trouvé un yatai sauvage, voilà, donc c'est un shop ambulant, et il faisait plein de yakitori. Ce genre d'enseigne, vraiment, j'adore, c'est ultra typique, c'est trop cool. J'ai d'ailleurs pas mal sympathisé, voilà, avec les gens qui étaient là de mon quartier et tout. Franchement, j'ai adoré ce moment. Mais une chose, comment le fisc le retrouve, lui? C'est-à-dire qu'il a aucun horaire, il apparaît, il disparaît, tu sais pas quand, tu sais pas où. C'est pire qu'un Pokémon légendaire fuyard sur la version émeraude. T'es mal à ref. Donc voilà, vous l'aurez compris, je conteste pas mal ce coefficient de Gini. Pour moi, il y a beaucoup moins d'inégalités au Japon qu'en France. Les impôts au Japon. Alors tout de suite, est-ce qu'on paye moins d'impôts au Japon qu'en France? La réponse c'est oui. Voilà, c'est facile. En même temps, c'est pas compliqué, selon les classements mondiaux, la France est les deuxièmes en partant du haut. Il y a juste le Danemark qui est au-dessus de nous et après il y a pas mal de pays d'Europe en dessous. Et là, je vois venir les personnes qui vont me dire oui, mais je veux dire, je peux pas mesurer comme ça, je veux dire, il y a plein d'avantages aussi, blablabla. La sécurité sociale par exemple. Très mauvais exemple à donner pour un japonais. Parce qu'au Japon, je paye ce qui s'appelle le Kokumin Kenko Hoken, qui est globalement la sécurité sociale locale en fait, et c'est 500 € par an et ça te couvre jusqu'à 70% de tous les frais médicaux que tu peux avoir. C'est pas aussi bien que la France, vous me direz, mais c'est quand même pas mal. En revanche, là où effectivement il y a un argument et là où la France écrase le Japon, c'est l'éducation, ou plutôt le prix de l'éducation. Je vous rappelle encore une fois que pour faire médecine, le cursus scolaire, si tu le fais en interne tout le long, voilà, au Japon, ça coûte 300 000 €. Si tu viens pas d'une famille riche, c'est impossible, voilà. Alors qu'en France, quand même, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, mais observons donc un peu ces impôts plus en profondeur. On a quelque chose par palier avec des taux assez similaires à ceux de la France en somme. Et le gouvernement japonais, avec les riches, il est clairement pas tendre. Ça peut aller jusqu'à 60% de leurs revenus. Ouais. Alors pourquoi il y a beaucoup plus de riches au Japon qu'en France? Alors il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, mais je vais vous donner mes théories à moi. C'est que au Japon déjà, quand on est riche, on reste au Japon. On ne part pas systématiquement quand on est en France, mais quand tu regardes les stars françaises, eh bien... Omar Sy en Californie, Florent Pagny à Miami, Danny Boone à Londres, et je ne parle même pas de tous les réfugiés à Dubaï.
Après, la grosse différence d'impôt, on va dire, entre le Japon et la France, c'est surtout sur les impôts sociétés. Ah, forcément, je suis concerné. Ah là, je suis un petit peu concerné, clairement. Quand ils voient ce que je lâche, ils se foutent de ma gueule, clairement. je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est parfaitement vrai. J'en ai profité, voilà, pour glisser un petit truc, là, comme ça, discrètement. Vous me connaissez maintenant. Mais juste avant de finir, voilà, je vous avais parlé de ce monsieur Genshiro Kawamoto. Un milliardaire japonais mania de l'immobilier et qui n'a pas très bonne réputation, je vous l'avoue. Alors, pourquoi il n'a pas bonne réputation? C'est parce qu'il a une manie, c'est de casser les prix de l'immobilier en faisant n'importe quoi. Il est allé jusqu'à bâtir des statues bizarres pour faire baisser le prix des demeures et à casser des portails de maisons. Je veux dire, le mec est milliardaire et il se dit, pour grappiller un peu là, je vais casser des portails de... C'est dingue. Bon, en plus de ça, il a fait virer des gens de ses logements, genre un peu illégalement aussi. Bon, il a plein de merde au cul, ce mec-là. Et ce monsieur, il est aussi connu pour une autre chose, c'est qu'il délaisse ses maisons et il les abandonne. Mais genre vraiment telles quelles, même pas genre un peu rangées ou quoi. C'est vraiment... il laisse tout ça comme ça, avec énormément de fric à l'intérieur, hein. Je veux dire, vous savez, vous connaissez le japonais, voilà, il y a toujours un peu de cash par-ci, un peu de cash par-là, voilà. Et il abandonne tout ça. Ça fait des formidables lieux d'urbex, mais sinon, voilà, c'est un peu spécial. Bref, est-ce que je suis riche au Japon, même si voilà, j'ai quelques critères, effectivement? Non, enfin non, ça ne marche pas. J'ai clairement pas ce qu'il faut pour concurrencer les riches japonais, clairement pas. Je suis plus chaud pour aller dans un yatai de quartier comme ça, que dans un gros resto onéreux de fou et tout. En vrai, il y en a des bons, mais je veux dire... Dans le fond, je préfère une petite expérience de quartier, voilà, où tu discutes, tu rencontres du monde, t'as de la communication, ça se passe bien. En plus, j'ai la sensation de participer à l'économie locale, donc c'est vraiment trop stylé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je retourne préparer la venue des Japonais en France pour leur faire goûter tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!